Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, à tous et à toutes et à tous, ça commence fort. Et bienvenue pour le deuxième jour de la marche des communs qui se réalise en ce beau week-end dans la région liégeoise. Et ce dimanche matin, nous sommes à l'oreille du parc du Riponnet. Je m'appelle Jean Pelletier, je fais partie de la plateforme Riponnet et vous allez savoir tout de suite ce que c'est le Riponnet. Et donc je vais vous donner quelques explications de départ sur ce qu'est la plateforme, pourquoi elle s'est constituée et quels sont nos objectifs et un peu notre histoire. On va essayer de ne pas tenir une demi-heure, mais de donner l'essentiel. Je remettrai bien au milieu de toute cette foule de micros et d'appareils photo une carte à certains d'entre vous, ceux qui ont les mains libres, ce qui vous permettrait de vous grouper éventuellement, de regarder. Il y a deux cartes différentes, vous allez comprendre pourquoi, mais voilà. Bon, je me lance donc. Premier point, où sommes-nous? C'est toujours bien de commencer par là. Nous sommes très exactement ici, à l'indication CPAS et Reciparc de Bénezet, petite commune à l'est de Liège et attenante à la ville de Liège. Donc nous sommes ici et c'est ici, vous le remarquez déjà parce que nous sommes dessus, c'est situé sur le Ravel, le long trajet en noir qui fait la boucle ici, sur le Ravel qui relie la vallée de la Vestre ici à l'Allemagne qui est par là. Donc c'est une ancienne ligne de chemin de fer, pas pour les voyageurs mais pour le fret. Alors la question évidemment c'est si on veut relier de manière intelligente les usines métallurgiques qui sont dans la vallée de la Vestre et l'Allemagne qui est là, pourquoi diable fait-on une courbe aussi longue? La réponse est simple, parce que tout ceci c'est en fait un versant de la vallée de la Vestre. La pente est très forte et pour les locomotives d'il y a un siècle, ce n'était pas possible de monter en ligne droite. Vous qui allez sans doute descendre, vous comprendrez aisément pourquoi. Et donc, pour avoir une pente supportable, la ligne de chemin de fer a fait toute une boucle ici qui contourne la zone verte. Et donc, cette ligne de chemin de fer a été en activité jusque, je pense, les années 60-70. Et puis, après un certain temps, elle a été convertie en Ravel. Et cette ligne de chemin de fer est importante parce que, comme on le voit sur les deux types de cartes, donc il y en a une qui est une carte que nous avons réalisée récemment avec la mise en évidence de toute une série de points significatifs dans la région, et l'autre est une carte réalisée simplement par Google Maps, mais qui montre par contraste toute la partie urbanisée de Liège et des communes périphériques qui est en gris. On va juste essayer de mettre au soleil comme ça, pas trop d'ombre. Okay. Voilà. Donc toute la partie urbanisée en gris autour d'une zone à l'intérieur de la boucle de la ligne de train devenue Ravel, qui elle est en grande majorité verte ou jaune, c'est-à-dire jaune pour les terres agricoles et vert pour les prairies en vert clair et les bois en vert foncé. Voilà, donc cette carte, elle est récente, la plateforme Riponnet aussi, et il y a 5 ans, personne n'aurait eu l'idée de produire ce genre de carte, parce que autant les espaces verts, je l'expliquerai, ont une vie et une signification pour la population locale, autant l'idée que tout ça forme un ensemble, c'est une idée tout à fait nouvelle. Et c'est une idée tout à fait nouvelle qui trouve son origine dans un point particulier de cette zone, qui est dans la partie inférieure gauche sur la carte. Donc vous avez une zone qui est indiquée Aïs et une zone qui est indiquée Piedro. Les deux ensemble appartiennent, donc ça fait à peu près 35 hectares, c'est cette zone que je décris avec mon doigt ici. Cette zone-là appartient à la société financière Neucourt. Ce nom ne dit pas grand-chose, je pense, à tous les noms liégeois. En fait, c'est historiquement les descendants de la famille qui contrôlait toute une série de charbonnages dans la région liégeoise. Donc, ces gens qui contrôlaient les charbonnages, après avoir exploité au XVIIe, XVIIIe et surtout XIXe siècle, début du XXe, le sous-sol, le charbon et les mineurs, à la fermeture des charbonnages, se sont dit que, comme ils étaient en même temps propriétaires des sols, ils allaient maintenant essayer d'exploiter les sols. Et donc, leur grand projet a été de refiler un maximum de ces terrains pour construire de l'immobilier via des lotissements. Parce que le hasard faisant bien les choses, dans les années 70, quand on a créé le plan de secteur, une bonne partie de ces terrains ont été mis dans les zones à construire.
peut supposer qu'ici comme ailleurs, ce n'est qu'une question de chance. Et donc, depuis une douzaine d'années maintenant, la société Neucourt envisage sur ces 35 hectares qui leur appartiennent et qui sont là aussi en zone anciennement minière, mais donc envisage de créer un lotissement. Et le lotissement qu'ils ont finalement proposé, c'est pas un petit lotissement, c'est 520 logements sous forme de maisons unifamiliales, appartements, et même, pour donner un peu plus de cachet à la chose, une tour de 8 étages. Tout ceci en pente. Alors, on a une petite illustration fournie par le promoteur lui-même de ce que ça représente. Et vous voyez ici le terrain, la pente n'apparaît pas, mais le terrain grimpe comme ça. Et donc cette superbe architecture évoque, si vous êtes poète, les rizières du Vietnam. Si vous avez l'esprit un peu moins poétique, les constructions staliniennes des années 60. Voilà. Donc, ce projet a fait l'objet d'une première évocation avec des faiseurs d'opinion de la commune, du quartier de Chénay qui fait partie de Liège, puisque le projet est tout entier sur la commune de Liège. Et puis après, il a fait l'objet d'une présentation publique d'un avant-projet qui a soulevé un tollé dans la population. Donc un premier collectif d'habitants s'est créé, comme c'était sur le quartier de Chénay. Ils ont pris comme nom au nom de Chénay et non NON pour clairement donner leur avis sur le projet. Nous étions là à l'été 2014. Quelques semaines après, l'ASBL Urbagora, qui est une ASBL liégeoise, on va dire, de vision critique sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, essentiellement sur Liège, a produit une étude très bien documentée qui désinguait proprement ce projet immobilier dans les détails et avec entrain, et proposait deux autres axes en alternative. Le premier, développer du logement, parce que ça a besoin à Liège comme ailleurs, mais le faire en priorité en réaffectant des zones de friches industrielles et commerciales dans les environs. Et il se fait que juste en face du terrain actuellement agricole et boisé menacé par le projet immobilier, de l'autre côté de la Vestre, il y a une série de terrains anciennement industriels qui sont à l'abandon. Et donc l'alternative était trouvée, c'était construire là plutôt que de détruire les espaces verts et les terres agricoles. Et le troisième point, et c'est là qu'on en arrive au projet de parc, c'est de mettre en avant le fait que ces 35 hectares ne sont en fait qu'une partie d'un ensemble de 300 hectares. Terres agricoles, prairies, landes, bois, etc., qui est remarquablement conservé, où il y a très peu d'habitations qui ont été construites à l'intérieur. Et l'étude avançait l'idée de constituer un parc pour protéger durablement ces terres de l'appétit des promoteurs et de leurs semblables. Donc, trois axes, on va dire, non projet immobilier ou à du logement, mais à de bons endroits, et 3, le parc. Et c'est sur cette base que s'est constitué ce qui est devenu après la plateforme Riponnet, autour de ces 3 axes-là, et avec la participation d'Urbagora, du collectif d'habitants non de Chénay et d'un autre groupe d'habitants du quartier voisin auquel j'appartenais. Et donc on a commencé notre activité sur cette base-là. 1 an et demi après, on a recruté beaucoup de monde dans la perspective de l'enquête publique et la structure de la plateforme a changé. On est devenu une association de personnes parce que les collectifs étaient dépassés par l'afflux de personnes qui n'appartenaient à aucun de ces collectifs de départ. Et nous sommes donc devenus une association de personnes sur base d'une adhésion individuelle. Je fais une petite pause dans l'histoire des faits et je reviens juste sur notre base de départ, les 3 revendications. Donc on a adopté directement en se créant les 3 revendications qui étaient mises dans la plateforme d'Urbagora. Ça s'est révélé fort intéressant pour la suite et je pense qu'on est un des rares groupes de ce genre-là à être né directement avec une plateforme qui mettait en avant des thèmes aussi larges et pas simplement le refus d'un projet au départ. Donc pourquoi est-ce que ça a été important pour nous? Premièrement, parce que absolument tout le monde nous le dit, c'est bien de ne pas être uniquement des ronchonneurs et d'avancer une idée positive comme le parc. Quand je dis tout le monde, c'est le bobo qui fait ses courses dans les magasins bio de la région, c'est l'ouvrier pensionné, c'est la ménagère de plus de 50 ans qui ne regarde pas trop TF1 et les jeunes de la région aussi. Tout le monde a ça comme première réaction et ça nous a aidé pas mal. Deuxième raison, qui est un peu le prolongement de celle-là, mais en plus élaborée, ça a permis dès le départ de ne pas être enfermé dans une dimension dite
NIMBY pendant mon jardin, pas de projet immobilier, et puis après moi les mouches. L'idée de défendre le parc et de proposer du logement ailleurs, c'était un moyen de donner une vision globale et tenant compte des besoins de la population, tant en termes de logement que de rapport aux espaces verts, et ça s'avérait très important aussi pour la suite. Je dirais troisième aspect qui est aussi lié à celui-là, ça a permis dès le départ aussi d'orienter, si on peut dire, l'opposition au projet immobilier dans une voie écologiste, sociale et populaire, pour employer ces beaux mots-là, et de ne pas permettre le développement de raisons d'opposition au parc qui auraient pu apparaître si on n'avait pas mis en avant directement, nous, des balises. Autrement dit, dans ce genre de projet, dans un quartier populaire, vous amenez 500 nouveaux logements avec tout ce que ça va susciter comme problème, immédiatement, pour une partie des gens, c'est on va foutre là les Marocains qui sont au CPS. Le fait d'évacuer complètement cette dimension-là en disant il nous faut du logement, mais dans de bonnes conditions et pas là, on veut sauver les espaces verts et tout, ça permettait de ne pas laisser de prise à ce genre d'arguments. C'est pas évident que ces arguments auraient été majoritaires, mais c'est clair que dans ce genre de projet, ça apparaît toujours à un moment ou à un autre, et c'est pas toujours évident, au nom de l'unité du mouvement, de casser ce genre de choses, quoi. Voilà, ça me paraît être les premiers éléments. Et un tout dernier, c'est lors de la réunion de constitution, le responsable d'Urbagora, qui est François Schrewer, qui a marché avec vous hier, nous a dit benoîtement à la fin de la réunion, un projet comme celui du parc, et on en a pour 20 ans pour le réaliser. C'était une boutade, mais ça avait vraiment un bon fond de réalité, donc on savait à quoi s'attendre en s'engageant dans cette histoire-là. Même si on ne savait pas encore que pour certains d'entre nous, on allait boire, manger, dormir et faire le reste à la sauce riponée pendant les années suivantes. Mais on avait le sentiment que c'était un travail de longue haleine avec pas mal de difficultés et tout, et que donc on s'engageait dans une démarche qui n'était pas juste ponctuellement on coule un projet immobilier qui ne plaît pas et puis basta, on rentre chez nous. Voilà. Donc, je reprends mon souffle. J'en profite pour vous expliquer que le Riponnet dont je parle depuis le début, c'est en fait un petit ruisseau, mais vraiment le genre petit ruisseau, qui a la bonne idée de traverser la zone de parc, à côté du ruisseau du Bois de Benne et d'un autre petit qui est encore plus perdu dans la nature. Et donc, on en a fait l'emblème de notre lutte, et il est sorti de l'oubli de cette manière-là. Voilà, alors je reprends rapidement le fil des événements. Entre la présentation de l'avant-projet et l'arrivée du projet définitif en enquête publique, il y a eu 2 ans. 2 ans pendant lesquels on a organisé des promenades pour faire connaître le site, on a popularisé l'idée de parc, on a commencé à discuter avec des gens, mais il n'y avait pas vraiment d'urgence, donc c'était difficile de faire vraiment un travail de grande ampleur. Et puis la société Neucourt a déposé son magnifique projet de 520 logements. Ils ont fait une séance d'information qui a tourné. Le Titanic est parti à la rencontre de son iceberg. C'était fabuleux. Je pourrais vous raconter ça un peu plus en détail, mais j'ai rarement vu des gens aussi impréparés, des soi-disant spécialistes, etc., qui bossent sur un projet depuis 12 ans, aussi impréparés à présenter ça à une population dont ils ne connaissaient rien, en fait. Et on n'a même pas eu besoin de s'énerver. On leur a posé un maximum de questions précises, auxquels ils avaient toutes les difficultés d'aller rechercher dans leur classeur la réponse à fournir. Et quand des gens qui étaient simplement venus aux informations, des simples habitants qui se demandaient mais 500 logements, ça va faire 800 voitures, comment est-ce qu'on va mettre ça dans les embouteillages qu'on a déjà maintenant, les réponses des spécialistes étaient on a fait les calculs, ça ne posera pas de problème. Une telle arrogance et incompétence technocratique, même dans mes rêves, je n'imaginais pas ça. Et donc, à la fin de la séance qui a duré 2 heures, les chefins étaient catastrophés, le promoteur est parti sans rien dire, et nous, on avait déjà l'impression qu'on avait gagné l'enquête publique qui allait se dérouler. Donc, on a fait un tout gros travail avec la plateforme Riponnet, tous les gens qui se mobilisaient. Donc, on a fait des distributions d'une lettre type regroupant nos principaux arguments, qu'on demandait aux gens de signer et de compléter. On a distribué ça à 10 000 exemplaires en toute boîte. Comme les retours se faisaient, mais pas assez vite à notre goût, on a fait du porte-à-porte dans plein de rues pour aider les gens à remplir les courriers. On a fait des études avec des architectes, tout le bazar. C'était un mois de folie. Et à la fin, on a eu 4800 courriers de protestation qui sont arrivés à la ville de Liège, créant un record à Liège.
qui malheureusement n'a duré que 6 mois parce que des gens qu'on a aidés pour un projet 6 mois après ont eu la mauvaise idée de passer le cap de 5000. Mais on mettra ça de côté. Donc on a créé un record à ce moment-là. Donc ça s'est passé en juin 2017 et le promoteur a décidé en septembre 2017 de retirer son projet, nous frustrant d'une prise de décision officielle de la ville de Liège qui nous aurait bien servi parce que ça aurait permis de voir ce que la ville pensait de la multitude d'arguments avancés par les riverains et par la plateforme contre ce projet. Donc le promoteur, qui n'est pas né de la dernière pluie, a dit quand même on a été mal compris, donc on retire notre projet pour permettre un apaisement. Ouais. Nous reviendrons en 2019, après les élections peut-être, donc en 2019, après les communales et les régionales, et à ce moment-là, on représentera un projet qui aura un peu évolué, mais qui restera très proche de celui qu'on vient de présenter parce qu'on considère qu'il est quand même très bon. Donc nous l'attendons de pied ferme pour 2019 ou 2020, et entre-temps, on a décidé, et ça c'était vraiment dans l'optique du parc et du travail à long terme, on a décidé qu'on avait gagné une bataille mais qu'on était loin d'avoir gagné la guerre, et que donc ce qu'il nous fallait faire c'était savonner la pente sur laquelle le promoteur comptait revenir en continuant à développer les critiques à son projet, mais surtout positivement en développant le projet alternatif, c'est-à-dire le parc, sur base de l'idée, faire un parc, oui, et faire un parc, ça implique de ne pas céder 10% du territoire du parc, celui qui est le plus connecté en plus aux zones habitées, à l'appétit du promoteur. Et donc on est entré dans tout un travail qui est à la fois popularisation grand terrain, travail avec des étudiants en architecture encadrés par leurs profs à l'UNIF pour développer des alternatives d'aménagement sur place, travail avec Natagora, Interenvironnement, tous les groupes qui ont un intérêt à la défense de l'environnement, travail